Bonjour à tous. Je suis Sylvie Nazaret. Je suis basée au laboratoire d'écologie microbienne sur l'Université Lyon 1 et je suis chercheur CNRS. Et les résultats que je vais vous présenter sur l'innocuité sanitaire des produits et qui nous concernent plus particulièrement nous, au LEMS et à l'antibiorésistance, et des travaux qui ont été réalisés par un CDD, donc Amandine Chauviat, embauchée sur le projet, et puis une collègue ingénieure d'études au CNRS, Elisabeth Brottier. Comme je le disais, nous sommes intéressés à la dissémination de la résistance aux antibiotiques dans les sols en analysant d'abord les produits, les urinofertilisants dont on a déjà bien parlé. Donc, je vais présenter des résultats qui concernent à la fois les gènes de résistance aux antibiotiques et puis des gènes qui sont impliqués dans la mobilité de ces gènes de résistance, à savoir le transfert de gènes entre espèces. Je vais vous donner quelques indications sur l'estimation de la biomasse bactérienne totale et puis je vais présenter des résultats de pathogènes, mais qui là n'ont pas été obtenus par le LEM, mais qui m'ont été fournis par Tristan. Donc, très rapidement, au niveau de la méthodologie, nous, quand on s'intéresse au criblage des gènes d'antibiorésistance, on fait ça par une approche qui est indépendante de la culture, c'est-à-dire qu'à partir d'un échantillon, on fait l'extraction d'ADN total de l'échantillon, donc extraction principalement des bactéries, de la biomasse bactérienne qui est présente. Et puis, pour avoir une idée de cette biomasse bactérienne, on s'intéresse à l'abondance d'un gène dit universel, présent dans tous les taxons. Et puis là, au niveau de l'antibiorésistance, on s'est intéressé à 7 gènes de résistance aux antibiotiques, en sélectionnant des gènes qu'on peut qualifier de généralistes dans leur distribution, et puis d'autres qui ont une importance en clinique. Et puis, nous nous sommes intéressés à des éléments génétiques mobiles qui sont considérés comme des proxys pour évaluer l'antibiorésistance. Donc, plus en détail, bien évidemment, c'est pas possible de s'intéresser à tous les gènes d'antibiorésistance. Il existe plusieurs centaines de gènes d'antibiorésistance. Il en existe pour toutes les familles et classes d'antibiotiques connues. Et donc, nous, on a ciblé un certain nombre de gènes qui ciblent des familles différentes. Donc, on s'est intéressé à la résistance aux tétracyclines et aux sulfonamides. Alors, les gènes qui sont listés, les gènes TET et les gènes SUL, sont connus pour avoir une distribution phylétique et une distribution environnementale très large. Donc, c'est-à-dire que quel que soit l'échantillon environnemental qu'on est susceptible d'analyser, eh bien, on a toutes les chances de retrouver ces gènes SUL et toutes les chances de retrouver les gènes de résistance aux tétracyclines. Alors, pour la tétracycline, on s'est intéressé à seulement 2 gènes en particulier qui ciblent des mécanismes de résistance différents, sachant qu'il existe une soixantaine de gènes connus. Et puis, au niveau de la famille des bêta-lactamines, et plus particulièrement des céphalosporines, on s'est intéressé au gène BLA-CTX. Pourquoi cibler ce gène? Eh bien, parce que il code la résistance aux céphalosporines de 3e génération, dont les antibiotiques sont largement utilisés pour traiter les infections urinaires qui sont occasionnées par des entérobactéries, notamment Escherichia coli. Et on s'est intéressé au fluoroquinolone avec un des 5 gènes connus, le gène QNRD, qui lui a une distribution aussi assez large, puisqu'il cible, enfin large parmi les pathogènes en clinique, et notamment parmi les entérobactéries et les pseudomonas. Et ces 2 gènes, les BLA et QNR, ont la propriété d'être portés par des plasmides conjugatifs et d'être ou non associés à des éléments génétiques mobiles. Donc, ils ont des possibilités de transfert interespèces.
Pour ce qui est des proxys, les deux gènes qui codent des intégrons de classe 1 et 2, donc on a ciblé ces deux gènes-là, ils sont colocalisés sur le génome avec les gènes de résistance aux antibiotiques, et puis ils contribuent à ce transfert horizontal. Alors là, quand on cible les gènes de résistance aux antibiotiques, il faut bien avoir présent à l'esprit que ces gènes ne sont pas forcément portés par des espèces pathogènes, que le fait de détecter les gènes ne suppose pas que les bactéries vont résister. Présence génétique ne veut pas dire association du phénotype. Et puis, étant donné qu'ici on utilise une approche qui est indépendante de la culture, ça ne veut pas dire non plus que le fait de détecter les gènes implique la présence de cellules bactériennes qui soient intègres, donc typiquement qui soient capables de se multiplier si on essayait de les rechercher par une approche cultivable. Et je précise ça parce que quand je vais vous présenter les données, les résultats sur la prévalence des pathogènes, cette prévalence a été recherchée par une approche culturale. Donc là, ça suppose effectivement que les bactéries sont dans un état physiologique qui leur permettent de se multiplier après sur les milieux de culture qu'on peut utiliser au laboratoire. Donc, on s'est intéressé à différents urinofertilisants et nous, on a étudié des produits qui nous ont été fournis en 2019, donc urine stockée bureau, festival, urine fermentée, Orin granura, et puis avec notre contrôle qui était un lisier de bovins. Donc, je rappelais juste rapidement les traitements ici, et puis notamment quelque chose dont il a été question qui concerne le pH, et qui a forcément des implications sur la survie et la persistance des bactéries qui vont porter les gènes d'antibiorésistance auxquels on s'intéresse. Alors, ce qui est dommage dans cette étude et un petit peu frustrant, c'est qu'on n'a pas l'urine au départ, on n'a qu'un produit transformé. Donc, forcément, ce qui est détecté ici ne préjuge en rien de ce qui était présent à l'origine dans les urines. On s'est intéressé à l'effet de l'épandage des produits précités, donc leur effet en termes de dissémination d'antibiorésistance au champ. Et là, on s'est basé sur la campagne de 2019 où on a analysé les sols qui avaient reçu donc ces urinofertilisants, et je crois que c'était un mois après l'épandage. Donc un dispositif a été présenté à la table. Donc là, je vous présente des résultats de biomasse bactérienne qui sont exprimés en nombre de copies de gènes qui codent donc ce gène universel, l'ARN ribosomique Cès, et donc par gramme ou par millilitre d'échantillon. Donc on peut voir des différences notables en termes de biomasse, et avec une biomasse la plus faible qu'on a observée dans les urines fermentées, puis dans l'urinofertilisant Orin. Là, j'ai repris donc le tableau des résultats sur la présence de pathogènes dans les différents produits. Donc, comme je le disais, hein, ces pathogènes ont été recherchés sur la base de normes et donc une méthodologie qui implique la culture. Alors, on ne détecte pas directement des pathogènes, on détecte des indicateurs de pathogènes. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que globalement, on retrouve dans nos 5 types de produits des entérocoques fécaux. Cependant, les niveaux qui sont observés sont bien inférieurs à ce qui est observé, par exemple, dans le lisier de bovins. Et puis, on a retrouvé dans l'urine stockée festival, également, on a détecté la présence de Clostridium perfringens, mais là aussi à un niveau 10 fois moindre que dans le lisier.
si l'on compare tous les produits, on constate que c'est donc dans cette urine stockée, et notamment de urine stockée de festival, où on aurait le plus d'indicateurs de la présence de pathogènes. Vous avez ici le récapitulatif en termes de prévalence, donc de présence des gènes de résistance aux antibiotiques dans ces mêmes produits. Donc, on peut constater que certains gènes sont systématiquement détectés. C'est le cas des gènes SUL, qui codent la résistance aux sulfamides. C'est le cas de l'intégron de classe 1. Donc, cette présence, elle n'est pas vraiment surprenante dans le sens où on sait qu'ils sont largement distribués dans les taxons, dans une grande diversité de taxons bactériens. On constate parfois la présence des gènes TET, c'est le cas des gènes TET-B et TET-W au niveau de l'urine stockée festival et puis du gène TET-B au niveau de l'urine stockée bureau. Alors peut-être petite précision pour ce gène de résistance, il est connu principalement chez les entérobactéries, donc là aussi chez Escherichia coli, Salmonelle ou Proteus, qui sont des espèces susceptibles d'être rencontrées dans un contexte d'infection urinaire. Et au niveau de l'urine stockée festival, là, de façon assez surprenante, on a retrouvé le gène QNRD qui, lui, est impliqué dans la résistance au fluoroquinolone. Donc, là encore, à l'instar de ce qui avait été observé pour les pathogènes, les indicateurs de pathogènes, c'est l'urine stockée festival qui comporte la prévalence la plus importante en termes de gènes de résistance. On a retrouvé également dans les urines stockées les intégrons de classe 2. Donc là aussi, autant les intégrons de classe 1 sont connus pour être largement disséminés au niveau d'une grande diversité de taxons, alors que les intégrons de classe 2, eux, ont une distribution beaucoup plus restreinte. Si on regarde en termes pas seulement de prévalence, mais d'abondance, donc de nombre de copies de gènes par gramme ou par millilitre d'échantillon, pour ce qui est des gènes qui ont été détectés systématiquement, donc les gènes SUL et l'intégron de classe 1, c'est l'urine fermentée qui présente les plus faibles abondances de ces trois gènes. Et si l'on rajoute ensuite les gènes TET pour la tétracycline, l'intégron de classe 2 et le gène QNRD, eh bien, on constate que effectivement, urine fermentée, orin, granurat, ne présente aucun de ces gènes. Donc, j'ai mis en haut dans l'encadré que la fermentation, le traitement nitrifiant avec une réduction, le traitement alcalin couplé à une déshydratation éliminaient les gènes d'antibiorésistance et les éléments génétiques mobiles. Alors, comme je disais, bien évidemment, on n'a pas analysé les urines au départ, donc on ne sait pas si ces gènes étaient présents. Donc, on ne sait pas si c'est une élimination. Mais on peut le supposer parce que normalement, les gènes TET-B, TET-W, vous voyez, sont assez répandus et se retrouvent dans les lisiers de bovins. Si on les recherche dans le sol, on peut les retrouver également. Donc, on peut supposer qu'ils étaient présents dans les urines fermentées au rein ou granurat et que, en tout cas, là, ils sont passés en dessous d'un seuil de détection. Donc, c'est peut-être une élimination dans un contexte d'une présence initiale. Donc, si on fait la synthèse pour ces urinaux fertilisants, on a retrouvé au niveau des urines qui étaient stockées donc des indicateurs de pathogènes avec la présence d'entérocoques fécaux et de Clostridium perfringens. Dans la présentation qu'a faite préalablement Marjolaine, elle mentionnait la présence d'antibiotiques, donc avec la détection de sulfonamide et de fluoroquinolone. Et puis, nous avons retrouvé au niveau de l'urine stockée festival, outre les gènes
SUL et l'intégron de classe 1, eh bien, l'intégron de classe 2 est également une résistance au fluoroquinolone. Alors, est-ce que le fait de retrouver ces gènes, c'est une résistance qui était présente à l'origine dans l'urine ou bien qui s'est révélée sous l'effet de la persistance des fluoroquinolones dans les produits et au cours de la transformation? Ça, c'est une question qu'on peut poser, qui reste ouverte. En ce qui concerne les urines qui auraient été fermentées ou subies d'autres types de traitements, comme dans le cas de Haut-Rhin ou Granurin, eh bien, les traitements nous amènent à observer l'absence de pathogènes dans ces produits, l'absence d'antibiotiques et puis l'absence de ce que je qualifie les gènes de résistance et les EGM à risque. Donc, pour moi, c'est le fait de ne pas avoir les gènes de bêta-lactamase, les gènes de résistance au quinolone et puis l'intégron de classe 2. Donc, par comparaison, là, je vous montre des résultats où, en utilisant exactement la même méthodologie, on a regardé ce qui était présent dans des bouts de stations d'épuration. Donc, vous avez sur chacun des barres graphes une colonne RAW, donc pour déchets bruts initial. Ensuite, ce même déchet qui a subi une digestion. Et puis, dans le cas des bouts de steppe de la Réunion, une totale déshydratation, donc un produit pelette, totalement desséché. Et puis, pour la station d'épuration de Colmar, vous avez aussi le déchet brut initial, la boue en entrée de table, et puis ce que ça devient ensuite une fois composté, sachant que dans ce compost, c'est un mélange de déchets verts et de boues de steppe. Donc, si on s'intéresse aux gènes de résistance que je qualifie et aux intégrons que je qualifie moi à risque, donc les gènes qui codent la résistance aux céphalosporines, aux quinolones et ou associés aux intégrons de classe 2, on constate que le déchet brut, la boue brute, mais que la boue solide aussi, ou bien que le compost, possède une diversité de gènes de résistance aux bêta-lactamines. Là, on avait ciblé plusieurs gènes BLA. Diversité de résistance au quinolone, on avait ciblé 3 gènes de résistance, 2 autres en plus du QNRD, et puis on retrouve systématiquement les intégrons de classe 2. Et donc ça, on le retrouve aussi bien après le process de digestion qu'après le compostage. Donc, même si le compostage, donc là j'ai mis à gauche le lien avec les concentrations en antibiotiques. Donc ça aussi, c'était des données qui avaient été obtenues dans le cadre d'une vétérinaire où Marjolaine avait dosé les médicaments, dont les antibiotiques. Donc, dans ces déchets, il était retrouvé aussi des concentrations en quinolone et en tétracycline et observé que le compostage pour la boue de Colmar diminuait la teneur en antibiotiques. Donc, si on compare finalement aux urinofertilisants, eh bien, ces bouts de steppe, après digestion ou après compostage, comportent encore des gènes de résistance aux antibiotiques. Il n'y a vraiment que ce produit de déshydratation qui là, conduit à une non-détection notable, cette fois-ci, de tous les gènes qu'on a pu cribler. Donc là, je vais passer à la présentation des résultats de la dissémination qui pourrait résulter de cette application des urinofertilisants au champ. Donc là, c'est juste à titre indicatif où j'ai repris les doses qui étaient pendues pour les urinofertilisants et comparées au lisier, et puis globaliser finalement le nombre de copies d'un gène de résistance par gramme ou millilitre d'échantillon et donner une estimation de ce qu'on est susceptible d'apporter. Donc là, le nombre de copies susceptibles d'être apportées par hectare. Donc on peut voir que pour les gènes qui sont très abondants, tels que des gènes SUL ou les intégrons de classe 1, on arrive tout de suite à des nombres de copies assez prodigieux.
Alors, qu'est-ce qu'il en est finalement une fois qu'on applique ces urinofertilisants au sol? Donc, si vous regardez le bar graphe, là ici, j'ai juste présenté pour le contrôle, le lisier de bovin, orin et granurin, et puis ce qu'on détectait avant ou après application. Et en fait, pour les 3 gènes qui sont systématiquement présents, donc SUL1, SUL2, l'intégron 1, on constate de toute façon que ces gènes, comme je vous le disais, du fait de leur large distribution phylétique et environnementale, ils sont présents dans les sols. Et on les retrouve également forcément après. Et là, quand on a fait les tests statistiques, on ne voyait aucune différence significative dans l'abondance de ces gènes après l'épandage. Donc, en fait, si on compare ça aux données de la littérature, c'est très rare de voir des différences significatives parce que ce qu'on sait, c'est que de toute façon, toute population bactérienne exogène va être soumise à une forte compétition lorsqu'elle est apportée au sol, compétition avec les communautés déjà naturellement présentes. Et ce qui a été démontré dans la littérature, et notamment avec tout ce qui est fumier, finalement, quand on observe un enrichissement en gènes de résistance, c'est très souvent lié à un enrichissement des populations qui portent déjà ces gènes et qui sont naturellement présents dans les sols. Qu'est-ce qu'il en était pour nos gènes à risque? Donc, quand on a regardé l'impact de l'urine stockée festival, qui était celle qui portait QNR, par exemple, et intégron de classe 2, eh bien, on ne les retrouve pas dans le sol. Et puis, donc, quel que soit le produit, pour urine stockée, urine fermentée, eh bien, tout comme pour orin et granurin, on ne voit pas d'enrichissement significatif des gènes qui étaient initialement présents dans les produits. Et donc, je vais juste terminer par celle-ci, où là, je vous fais un comparatif, en fait, avec donc des résultats obtenus là aussi en collaboration, un projet en collaboration avec Ecosys, avec Marjolaine, où on s'intéressait à l'impact de différents types de fumier de bovin sur différents dispositifs expérimentaux, différents sols. Et là, je vous présente les résultats pour les gènes SUL, les gènes TET et puis l'intégron 1. Donc, à la différence du dispositif qu'on a étudié pour les urinofertilisants, dans les 2 cas, Caliagro et Nouzilly, ce sont des dispositifs étudiés depuis longtemps et qui ont reçu des apports répétés au cours d'une dizaine d'années en fumier. Donc, dans le sol témoin, avant, après, on a bien la présence de nos différents gènes. Et puis, un mois, si on compare avant l'épandage et qu'on regarde donc les parcelles amendées, on constate pour certains gènes un enrichissement et qu'on explique par des apports répétés, donc enrichissement significatif. Et puis, quand on apporte et qu'on regarde un mois après l'épandage, là aussi, on observe un enrichissement significatif par rapport à la parcelle amendée avant l'apport. Et donc, ça a été observé sur 2 des 9 dispositifs expérimentaux qu'on avait étudiés. Et donc, sur les dispositifs de Caliagro et sur le dispositif de Nouzilly. Donc, on a à la fois un effet court terme, donc un mois après l'épandage, et puis un effet long terme, puisque la parcelle amendée avant épandage comporte une abondance plus importante de certains des gènes par rapport aux parcelles qui n'ont jamais reçu d'apport. Et là, par contre, on n'est pas capable, étant donné qu'on analyse, on n'identifie pas les taxons qui portent ces gènes, donc on n'est pas capable de savoir si c'est un enrichissement lié à l'apport. Mais si on se réfère à ce qui est connu dans la littérature et que je disais précédemment, il y a beaucoup plus de chances pour que ce soit un enrichissement lié à un enrichissement des populations autochtones
sachant que surtout dans le cas du fumier, on observe une augmentation de la biomasse liée à cet apport de nutriments. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention et je suis prête à répondre à vos questions.